La jeunesse parisienne, dans ce contexte, se montre très vite remuante. Les renseignements généraux observent de nombreux graffitis sur les murs des lycées ou à l'université. Des diffusions de tracts sont organisées pour dénoncer la présence de l'occupant, pour dénoncer la politique du régime de Vichy. On note ainsi plusieurs incidents. Le 25 octobre, par exemple, à l'école de médecine, plusieurs centaines d'étudiants quittent les bâtiments parce que des officiers allemands voulaient assister à des cours. La même scène se répète le 7 novembre 1940 à la Sorbonne. Surtout des rixes sont échangés entre étudiants et Allemands, notamment dans les cafés, et plusieurs cafés qui sont des hauts lieux de la vie étudiante au quartier latin sont contraints de fermer, comme par exemple le café d'Harcourt. On observe aussi la fermeture de 26 salles de cinéma où des incidents ont pu être constatés au cours de l'automne 1940. Un événement particulier va mettre un peu plus le feu aux poudres. Le 30 octobre 1940, les Allemands font arrêter Paul Langevin, qui est un grand physicien mondialement reconnu, qui devait être nommé au Collège de France. Paul Langevin est une personnalité engagée à gauche, proche du Parti communiste, et c'est l'un des intellectuels qui, en 1934, avait été à l'initiative de la constitution du Front populaire. Cette arrestation de Paul Langevin entraîne une mobilisation des organisations syndicales étudiantes, notamment d'obédience communiste. L'Union des étudiants et lycéens communistes de France appelle à manifester pour le 8 novembre 1940, jour où le professeur Langevin aurait dû prononcer son cours inaugural au Collège de France. Et en dépit d'un cordon de policiers très important qui a pu être constitué dans le quartier de la Sorbonne, eh bien, une cinquantaine de lycéens et d'étudiants se mobilisent également place de la Sorbonne pour appeler à la libération de Paul Langevin avant de se démobiliser et de se disperser le long des grands boulevards, notamment le boulevard Saint-Germain. Cette manifestation du 8 novembre 1940 intensifie encore un peu plus les appels qui avaient commencé à être lancés pour que étudiants et lycéens se mobilisent à l'occasion du 11 novembre 1940. Les Allemands, en effet, ont interdit toute commémoration de l'armistice de 1918, qui renvoie bien sûr à la défaite du Reich. Les autorités académiques sont d'ailleurs sur le pied de guerre. Le recteur, Gustave Roussy, a rassemblé toutes ces équipes pour leur demander de bien faire circuler l'information de l'interdiction de toute manifestation à l'occasion du 11 novembre 1940. Mais peut-être en réalité que toutes ces interdictions annoncées ne font qu'encourager encore plus les jeunes Parisiens à chercher à braver l'interdit et donc à se préparer pour défiler le 11 novembre 1940. La manifestation du 11 novembre 1940 se déroule en fait en deux temps. Au matin du 11 novembre, des rassemblements ont lieu en bas des Champs-Élysées, près de la statue de Georges Clemenceau, celui-là même qui avait mené la France à la victoire en 1917-1918. Des dizaines de personnes se rassemblent autour de la statue et déposent des gerbes de fleurs. Il s'agit plutôt d'une population adulte et avec une connotation gaulliste. Beaucoup de ces gens portent notamment la croix de Lorraine pour montrer leur soutien au général de Gaulle. La matinée se passe plutôt de façon calme dans les établissements scolaires. Les élèves sont allés en cours, les renseignements généraux n'observent aucune manifestation particulière. Mais tout bascule à la fin des cours, vers 15-16 heures, donc en milieu d'après-midi, puisque des cortèges spontanés se forment depuis les principaux lycées parisiens et convergent vers les Champs-Élysées. Progressivement, plusieurs milliers de lycéens et d'étudiants qui viennent de la Sorbonne se retrouvent là et forment un cortège principal qui remonte vers la tombe du soldat inconnu pour y déposer des gerbes de fleurs.
Ce cortège prononce des slogans hostiles aux Allemands, des slogans hostiles au régime de Vichy et affiche ouvertement son soutien à la cause de la France libre, à la cause d'une résistance qui n'existe pas encore, si ce n'est à l'extérieur. Des incidents éclatent bientôt aux alentours de 16 h lorsque ce cortège arrive en haut des Champs-Élysées où se trouvent plusieurs officines de partis collaborationnistes, notamment du PPF, le Parti populaire français. Cela amène la police française à intervenir, mais très vite, la police est débordée et ce sont donc les Allemands qui, à leur tour, vont intervenir, notamment les forces de la Geheime Feldpolizei, la police militaire allemande. Les Allemands tirent sur la foule, provoquant plusieurs blessés, mais il n'y aura aucun mort, contrairement à ce qui pourrait être dit par la suite sur les ondes de Radio Londres ou dans la presse clandestine. Dispersée par les charges de la police allemande et les arrestations, la manifestation prend fin aux alentours de 18 h 30. Au total, le bilan s'établit à 123 arrestations. Les renseignements généraux constateront également que 750 gerbes de fleurs ont été déposées au pied de la statue de Clémenceau, au bas des Champs-Élysées, et environ 1500 gerbes de fleurs et couronnes au pied de la tombe du soldat inconnu. La réaction des Allemands et des autorités de Vichy est immédiate. Dès le 12 novembre, l'occupant décide de fermer la Sorbonne et le gouvernement de Vichy remplace pour sa part le recteur Gustave Roussy, accusé de ne pas avoir pu empêcher la manifestation, par Jérôme Carcopino, directeur de l'École normale supérieure, grand spécialiste d'histoire romaine et qui ne cache pas une certaine proximité idéologique avec le nouveau régime et sa politique de révolution nationale. La Sorbonne restera fermée jusqu'à la fin du mois de décembre. Les Allemands annoncent sa réouverture le 8 décembre et cette réouverture devient effective le 20 décembre. Le nouveau recteur Carcopino, pour sa part, effectue une véritable reprise en main des lycées parisiens. Un certain nombre d'élèves qui avaient pu participer à la manifestation du 11 novembre 1940 sont exclus et beaucoup de lycéens doivent également pointer dans les commissariats de leur quartier. Pour un certain nombre de lycéens et d'étudiants qui ont pu défiler le 11 novembre 1940, la manifestation restera un engagement sans lendemain. En revanche, pour certains, il s'agit d'un élément déclencheur avant un engagement plus concret dans la résistance organisée. Après la guerre, cette manifestation du 11 novembre 1940 donnera lieu à une véritable bataille de mémoire entre deux des grandes composantes de la résistance française, les communistes d'un côté, les gaullistes de l'autre. Les gaullistes expliqueront que les jeunes Parisiens qui ont défilé le 11 novembre 1940 avaient répondu en fait aux appels lancés sur les ondes de la BBC. Ils argumentent également que beaucoup de ces manifestants arboraient des croix de Lorraine ou des symboles pour montrer leur soutien à la cause du général de Gaulle. Les gaullistes vont donc chercher, après la guerre, à faire de cette manifestation l'équivalent d'une manifestation en faveur du général de Gaulle, afin de montrer que très vite, en fait, dès la fin de 1940, la résistance extérieure à Londres pouvait compter sur des relais importants en France occupée même. Les communistes, pour leur part, chercheront à expliquer que la manifestation du 11 novembre 1940 avait été organisée à leur initiative. Ils vont chercher à créer un lien entre la manifestation du 8 novembre 1940, place de la Sorbonne, dont ils étaient effectivement les organisateurs, manifestation donc en soutien au professeur Paul Langevin, et la manifestation quelques jours plus tard du 11 novembre 1940. En réalité, ce lien entre les deux manifestations n'existe pas vraiment parce que de nombreux tracts, de nombreux appels avaient déjà circulé pour appeler à commémorer l'armistice de 1918 avant même qu'ait lieu
la manifestation de soutien au professeur Paul Langevin le 8 novembre 1940. Tout montre en réalité que cette manifestation du 11 novembre 1940 était plutôt quelque chose de spontané, qui ne répondait pas à un appel en particulier ou à une organisation donnée. Peut-être s'inscrit-elle aussi tout simplement dans la lignée des charivari, des monômes qui ont toujours été organisés par les étudiants pour contester un ordre en place, un ordre établi. Les Allemands eux-mêmes d'ailleurs constateront combien la manifestation avait été spontanée, puisque après les avoir interrogés, ils concluront que les jeunes lycéens ou étudiants qu'ils avaient arrêtés n'appartenaient à aucune organisation particulière, ni communiste ni gaulliste, et que l'essentiel d'entre eux d'ailleurs, pour cette raison, seront relâchés dans les semaines qui suivent. Pour plus de détails sur cette journée du 11 novembre 1940 et sa portée, eh bien, vous pouvez vous référer à la lettre de la Fondation de la Résistance qui lui a été consacrée, ainsi qu'à l'exposition virtuelle du Musée de la Résistance en ligne, consacrée elle aussi aux événements du 11 novembre 1940.